I thank the delegation of Kuwait for its presentation. J'invite maintenant la délégation de l'État participant suivant, le Liban, à prendre la parole devant la Cour. Appelle son Excellence, M. Abdesattar Issa Alabar. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, c'est un immense honneur de m'adresser à vous afin d'exposer les observations orales du Liban au sujet des conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. C'est un sujet de la plus grande importance pour mon pays, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale. Le nombre record des demandes d'intervention orale devant votre auguste Cour en est la preuve la plus probante. Ayant exposé par écrit les vues du Liban sur les divers aspects juridiques des questions posées et par respect des règles pratiquées lors des plaidoiries qui invitent à la brièveté, je me contenterai d'élaborer 3 points qui ont pris de l'importance vu la gravité des événements qui se déroulent depuis le mois d'octobre dans le territoire palestinien. Ces 3 points sont l'opportunité de l'intervention de la Cour, le caractère impératif des normes de droit international violées par Israël, en particulier l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination, et enfin les conséquences juridiques qui découlent de ces violations. L'opportunité de l'intervention de la Cour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on est à quelques mois du 20e anniversaire de la vie historique de votre illustre Cour, que votre illustre Cour a rendu au sujet de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. Or, certains États avaient été évoqués au cours de la procédure de cet avis, comme ils le font actuellement, une observation qui incite la Cour à ne pas rendre son avis, car son intervention bloquerait des négociations en cours entre les parties, qu'elle risquerait de rendre beaucoup plus difficile ou même impossible l'accommodement politique nécessaire, qu'il y a une feuille de route à suivre. Nous voici 20 ans après, toujours sans solution négociée, sans négociation tout court, par contre avec des milliers de morts et la destruction massive d'infrastructures civiles. Demander à la Cour de ne pas intervenir, de ne pas rendre son avis consultatif au nom d'un processus de négociation bilatérale à protéger, d'une solution politique à préserver, est un argument pervers qui crée un antagonisme entre le politique et le juridique, alors qu'ils sont dans toute société, y compris la société internationale, 2 éléments complémentaires en relation dialectique. Le droit cadre le politique, empêche sa dérive, que ce soit au niveau public ou privé. Le droit garantit un minimum de justice dans les relations. Madame Chemillier-Gendreau avait en 2004 clairement décrit ce fait en plaidant devant cette Cour, je cite, « Le politique, c'est la confrontation des subjectivités des différents acteurs sociaux dans un processus direct qui révèle un rapport de force que rien ne vient atténuer. Le juridique est le transfert de ce heurt des subjectivités en référence à un standard préalablement établi, la norme de droit, et devant une instance tierce offrant des garanties d'objectivité. La confrontation à la norme de référence effectuée par un tiers impartial introduit cet espace d'objectivité qui permet de corriger la situation de fait. » Fin de citation. Cette objectivité, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, c'est cette objectivité, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, qu'on est venu chercher encore une fois auprès de vous. Permettez-moi de passer au 2e point. Le caractère impératif des normes violées par Israël. Comme on l'a déjà mentionné dans nos observations écrites, la notion de norme impérative jusqu'au gens s'est précisée grâce au travail laborieux de la Commission de droit international depuis 2016. En parlant du travail de la Commission, je voudrais répondre à l'observation émise par certains États qui veut que les projets d'articles ou conclusions proposés par cette Commission ne puissent être considérés comme des concepts établis.
Cette observation, mesdames et messieurs, minimise le rôle que joue cet organe au nom de l'Assemblée générale des Nations unies dans le développement et la codification du droit international. J'invite la Cour à examiner mon observation sur l'observation à la lumière de l'article 38 de son statut. Revenons aux normes impératives. La Commission avait établi une liste non exhaustive de 8 normes impératives. Quand le Liban avait présenté son exposé écrit, il considérait qu'Israël violait au moins 4 des 8 normes citées. Depuis, et vu les horreurs que subissent les Palestiniens à Gaza, Israël est accusé, triste ironie de l'histoire, de violer une cinquième norme des 8, et pas la moindre, l'interdiction du génocide. Comme je l'ai annoncé au début, je me limiterai à 2 des normes impératives mentionnées dans notre exposé écrit, l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination. La justification de ce choix me paraît évidente. La violation de ces 2 normes par Israël est la cause directe ou indirecte de ces violations du restant des normes mentionnées dans notre exposé écrit, que ce soit les normes du droit international humanitaire, les droits humains ou l'interdiction de l'apartheid. Qu'Israël cesse son occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, qu'il accepte le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, et toutes ces autres violations disparaîtront. Je voudrais ajouter à ce sujet que nombreux sont les États qui ont évoqué, je dirais même insisté, dans leurs observations écrites et orales, sur le caractère prolongé de l'occupation israélienne afin de la qualifier comme une annexion illégale des territoires palestiniens. C'est une argumentation valable et correcte, Monsieur le Président, mais elle doit être prise comme faisant partie des circonstances aggravantes du crime, pas le crime même, qui est le crime de l'agression. En effet, depuis 1945, l'usage de la force est strictement réglementé en droit international. Et Israël commet depuis 1967 un crime d'agression où il occupe illégalement des territoires avant de les annexer. En d'autres termes, l'occupation des territoires qui résulte d'un usage illégal de la force est illégale, quelle que soit sa durée. Nous voilà face à la première norme impérative violée par Israël, l'interdiction du recours à la force. L'interdiction du recours à la force est une des normes impératives bien établies et elle est clairement énoncée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui stipule que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. L'Assemblée générale avait adopté en 1974, par sa résolution 3314, une définition de l'agression qui énumère d'une façon non exhaustive plusieurs modalités de recours illicite à la force. Selon l'annexe de la résolution 3314, est une agression toute occupation militaire, même temporaire, toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État, le blocus des ports ou des côtes d'un État. Ainsi, l'occupation des territoires palestiniens par Israël et son blocus de la bande de Gaza constituent des actes d'agression. Ce fait a été constaté à maintes reprises par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne cesse depuis 1967 de demander à Israël de mettre fin à son occupation. L'Assemblée générale, de son côté, est plus explicite dans sa condamnation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Elle a déclaré récemment, par exemple, l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et donc le caractère illégal de l'annexion de toute partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international.
La Cour a toujours affirmé de son côté l'illicéité du recours à la force et de l'acquisition des territoires par la force, y compris dans son avis consultatif sur l'édification du mur, où elle a également rappelé le caractère coutumier de cette interdiction. Certains pourraient émettre des doutes sur l'application de la norme interdisant le recours à la force sur la base que c'est une norme interétatique, insinuant que les territoires palestiniens occupés ne font pas partie d'un État. À cela, on peut répondre, mesdames et messieurs, que le Liban, ainsi que plus de 140 États membres des Nations Unies, reconnaissent l'État de Palestine et Jérusalem-Est comme sa capitale. L'État de Palestine est membre de plusieurs organisations internationales comme l'UNESCO, l'OIAC, l'OIC, la Ligue des États arabes et la CPA, et la Palestine est membre observateur des Nations Unies, dont le secrétaire général, M. Guterres, déclarait il y a moins d'un mois que le droit du peuple palestinien d'édifier son propre État pleinement indépendant doit être reconnu par tous. Et tout refus d'accepter la solution des deux États par quelque partie que ce soit doit être fermement rejeté. Ce serait d'ailleurs une occasion opportune pour la Cour de donner son avis sur ce point. Dans tous les cas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, l'interdiction du recours à la force ne se limite pas en droit international aux relations entre États, mais à toute utilisation contraire aux principes et buts de la Charte des Nations Unies. Or, Israël continue son occupation et ses politiques qui visent clairement à annexer les territoires palestiniens. Il encourage la colonisation, la confiscation des terres, la destruction des bâtiments publics et privés afin de rendre sa présence un fait accompli et irréversible. Ceci malgré toutes les résolutions successives du Conseil de sécurité, à commencer par la résolution 242. Vu ce qui précède, le Liban prie la Cour de considérer une nouvelle fois qu'Israël viole le principe fondamental de l'illicéité du recours à la force et son corollaire de l'illégalité d'annexion des territoires par la force. Le droit à l'autodétermination. Le Liban considère que le droit du peuple palestinien à l'autodétermination est irréfutable et on ne peut trouver de mots plus éloquents que ceux employés par la Cour pour affirmer cette réalité. Je cite, « La Cour observe que l'existence d'un peuple palestinien ne saurait plus faire de débat et que parmi les droits de ce peuple figure le droit à l'autodétermination. » Fin de citation. Le droit à l'autodétermination est une norme impérative de droit international consacrée dans divers textes, y compris la Charte des Nations Unies, qui établit ce droit comme un des fondements des relations amicales entre les nations. Or, ce socle du droit international moderne comporte plusieurs facettes, toutes violées par Israël. La Cour s'est penchée dans son avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965, sur la nature et surtout le contenu du droit à l'autodétermination. Elle a rappelé que le droit à l'autodétermination est une règle coutumière et que la résolution de l'Assemblée générale 1514 avait un caractère déclaratoire. Cette résolution, adoptée en 1960, fut l'un des premiers textes à préciser le contenu et la portée du droit à l'autodétermination. On y affirme que l'autodétermination des peuples implique qu'ils puissent déterminer librement leur statut politique et poursuivre leur développement économique et social. La résolution mentionne aussi qu'il faut mettre fin à toute action armée et à toute mesure de répression, de quelque sorte qu'elle soit, dirigée contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète et l'intégrité de leur territoire national sera respectée. Elle indique clairement aussi que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs,
Le premier article commun au pacte de droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux et culturels affirme aussi le droit des peuples à l'autodétermination et reprend les principaux éléments qui constituent ce droit. Comme je l'ai évoqué précédemment, le Liban considère qu'Israël viole tous les éléments constitutifs du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, qui sont 1. L'indépendance politique et économique, 2. La souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles, et 3. L'intégrité territoriale. La tergiversation d'Israël depuis des décennies, malgré tous les accords qu'il a conclus et les appels de la communauté internationale à reconnaître l'indépendance de l'État palestinien, est une violation continue du premier élément du droit à l'autodétermination. La politique israélienne de confiscation de territoires agricoles, d'exploitation des ressources hydrauliques et minières des territoires palestiniens occupés est une violation continue du deuxième élément constitutif du droit à l'autodétermination, qui est la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. Le troisième élément constitutif du droit à l'autodétermination, l'intégrité territoriale, a été rappelé par la Cour quand elle a déclaré que le droit à l'autodétermination du peuple concerné est défini par référence à l'ensemble des territoires non autonomes et ainsi que le souligne le paragraphe 6 de la résolution 1514. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l'autodétermination sur l'ensemble de leur territoire, dont l'intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Or, Israël, par sa politique de colonisation et de construction d'infrastructures qui relient ces colonies, grignote et morcelle les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem. Cette atteinte systématique et continue à l'intégrité du territoire palestinien est constatée et documentée dans plusieurs rapports d'enquête internationale. On arrive maintenant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au troisième point, les conséquences juridiques des violations d'Israël. Les points précédents montrent qu'Israël continue de violer des normes impératives de droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004, où elle a déclaré qu'au rang des obligations internationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes. De telles obligations, par leur nature même, concernent tous les États. Et vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés. La nature des obligations violées entraîne dans ce cas une responsabilité spécifique d'Israël, mais aussi une responsabilité des États tiers. En effet, le caractère continu et systématique des actions politiques israéliennes constitue une violation aggravée qui entraîne 3 genres d'obligations pour les États, selon l'article 41 du projet d'article sur la responsabilité de l'État recommandé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2001. Ainsi, on abordera les conséquences juridiques vis-à-vis d'Israël, puis vis-à-vis des États tiers. Les conséquences juridiques vis-à-vis d'Israël. Comme je l'ai mentionné plus haut, Israël commet une violation grave du droit international public selon la définition de l'article 40 du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Ces violations étant systématiques et continues, Israël est tenu de cesser ces actes illicites et d'offrir des assurances de non-répétition, selon l'article 30 du projet d'article sur la responsabilité de l'État. Concrètement, Israël est tenu dans ce cas, afin de respecter le principe du non-recours à la force et son corollaire de l'inadmissibilité de l'annexion des territoires, de démanteler les colonies dans les territoires palestiniens occupés et de se retirer de ces territoires. La Cour avait déjà affirmé dans son arrêt sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé qu'Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les oliveraies
et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale. Israël est tenu aussi de cesser sa violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens et de reconnaître l'État de Palestine. Par ailleurs, Israël restera dans une situation illégale tant qu'il n'applique pas les résolutions du Conseil de sécurité qui traitent des différents aspects de son occupation des territoires palestiniens. En effet, mesdames et messieurs, la Cour a déjà précisé en 2004, je cite, « Lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision au terme de l'article 25 conformément à la Charte, il incombe aux États membres de se conformer à cette décision, notamment aux États qui ont voté contre elle et aux membres des Nations Unies qui ne siègent pas au Conseil. Ne pas l'admettre serait priver cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il tient de la Charte. » Fin de citation. On peut dire, mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, que l'occupation israélienne du territoire palestinien est illégale, tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation. Les conséquences vis-à-vis des États tiers. Vu que les normes violées par Israël sont des normes impératives, ces violations affectent tous les États du fait de leur caractère erga omnes. Le projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites stipule dans son article 41 que 1. Les États doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave de l'article 40. 2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l'article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. La Cour avait déjà confirmé ces éléments qui incombent aux États en cas de violation d'obligations erga omnes quand elle déclara dans son avis sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé en 2004, je cite, « Vu la nature et l'importance des droits et obligations en cause, la Cour est d'avis que tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation. Il appartient par ailleurs à tous les États de veiller, dans le respect de la Charte et du droit international, à ce qu'il soit mis fin aux entraves à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. » Fin de citation. De ce qui précède, on peut dire que les conséquences des violations israéliennes sur les États tiers sont les suivantes. Premièrement, les États doivent coopérer par tout moyen licite afin qu'Israël se retire des territoires palestiniens occupés, arrête sa politique d'expansion des colonies et démantèle les colonies existantes. Et enfin, reconnaissent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Deuxièmement, les États ne doivent pas reconnaître la situation de fait accomplie qu'Israël a créée dans les territoires palestiniens occupés et surtout le changement du statut et de la situation démographique de la ville de Jérusalem. En somme, l'occupation israélienne du territoire palestinien est illégale et doit cesser immédiatement et sans condition. En conséquence, les États tiers et les organisations internationales sont tenus de soutenir, sans délai, les efforts visant à mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette occupation et de s'abstenir de toute action ou omission qui contribue au maintien de la situation illégale. En parlant des organisations internationales, et vu que la Cour est censée répondre à des questions adressées par l'Assemblée générale des Nations unies, une responsabilité particulière incombe à cette organisation. L'Organisation des Nations unies, et en particulier l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité,
devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de leurs résolutions pertinentes sans aucun retard et examiner les mesures supplémentaires nécessaires pour mettre fin à tout obstacle à la réalisation par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, mettre fin à l'occupation, la colonisation et l'annexion prolongée du territoire palestinien par Israël, notamment aux mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. Mesdames et Messieurs, le Liban prie la Cour de se considérer compétente pour répondre à la demande d'avis consultatif contenue dans la résolution 77/247 de l'Assemblée générale et de le faire à la lumière de ses observations écrites et orales. Mr. President, ladies and gentlemen, members of the Court, the late Pope John Paul II once said, "If you want peace, work for justice. If you want justice, defend life. If you want life, embrace the truth." As the highest judicial authority in our globalized world, Lebanon urges you to help in giving justice to the Palestinian people so we can have peace in the Middle East. Thank you. Je remercie la délégation du Liban pour son exposé. I invite the next participant.